Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, FPI Scandinavie, tous derrière Laurent Gbagbo, conférence à Stockholm, intervention de l'ambassadeur Koudou, d'actualité au Congo-Brazzaville. Et pour finir, Biélorussie. Tout de suite, Côte d'Ivoire, FPI Scandinavie, tous derrière Laurent Gbagbo, conférence à Stockholm, intervention de l'ambassadeur Koudou. Le livre de Mattei le précise. Beaucoup qui doutaient ont interrogé même le président Gbagbo. Oui, le président Gbagbo l'a déclaré. J'avais pris la décision irréversible de mettre fin à cette appartenance à la zone franc parce que la zone franc et le CFA ont été utilisés contre le pouvoir de la Côte d'Ivoire, contre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Vous savez déjà que la dévaluation même du franc CFA, ce ne sont pas les chefs d'État africains qui l'ont décidé en 1994. C'est l'Élysée qui l'a décidé. C'est la France qui l'a décidé. Vous avez vu même des chefs d'État africains qui, certains même ont dit, oh j'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré ce jour-là et j'ai eu mal à mon Afrique. Si une monnaie vous appartient, si vous voulez la dévaluer, c'est vous qui en décidez. Mais ça a été décidé et on a réuni les chefs d'État africains. C'est un ministre de la coopération qui a rencontré les... Voilà, Michel Houssin qui a rencontré les chefs d'État. C'est même pas un chef d'État. Même pas le ministre des Affaires étrangères qui rencontre les chefs d'État pour leur dire, bon ben le franc, hein, on va dévaluer le franc CFA, demain on est venu vous informer. Il faut la Point. Moitié. Moitié. Point. Les chefs d'État n'ont rien eu à dire. Donc, en s'engageant vers la rupture du lien ombilical, on va dire, par la monnaie qui est un instrument fondamental de la souveraineté économique, Gbagbo signait son arrêt de mort. Après avoir signé son premier arrêt de mort par la diversification de la coopération internationale, y compris avec des pays qui pouvaient offrir peut-être sur certains aspects mieux que les anciens, il signait du même coup son arrêt de mort. Comme d'autres chefs d'État avant lui, Modibo Keïta, Gilles-Christ Olympio, mais tout près de nous, puisque nous l'avons écouté, Sékou Touré, quand il a créé le Sili, lorsqu'il est sorti de la relation avec la France en demandant automatiquement l'indépendance de la Guinée en 1958. Il a créé le Sili. Mais aussitôt après, pour déstabiliser l'économie guinéenne, c'est l'opération Persil qui a été lancée, consistant à déverser de faux billets sur le marché guinéen. On sait comment la rupture de la coopération avec la Guinée s'est faite. Retrait, mais on a retiré même parfois jusqu'au petit fil du téléphone pour ne pas que Sékou Touré puisse aller de l'avant. Donc Gbagbo signait son arrêt de mort en engageant dans un premier temps sa parole parce que l'effectivité n'était pas réalisée. Donc, la monnaie, la diversification et la défense. Nous avons des bases françaises dans nos pays. Par le biais de la coopération de 1960, des accords de coopération. Le président Gbagbo, par rapport à la souveraineté et par rapport au mandat qui s'annonçait après les élections de 2010, s'engageait à revoir la problématique de la coopération avec la rupture de ces bases néocoloniales dans nos États. Il n'avait pas, pendant sa magistrature, fait une rupture en demandant le départ de la base militaire
43e BIMA. Mais c'est un processus qu'il entendait engager. Et il a dit à haute et belle voix, les 3 instruments de souveraineté par lesquels la France pèse, ce sont ceux-là auxquels le président Gbagbo s'est attaqué du point de vue de son programme, du point de vue de sa vision d'homme politique, du point de vue de ce qu'il avait commencé à mettre en œuvre. Tout de suite, actualité au Congo-Brazzaville. En direct de Pointe-Noire, M. Parfendongi, qui est conseiller municipal de la ville de Pointe-Noire. Parfendongi, alors vous nous apportez votre témoignage par rapport au nombre de victimes qu'on déplore lors de cette manifestation qui s'est passée aujourd'hui à Pointe-Noire, organisée par l'IDC Focad. On parle de 2 morts. Vous nous avez interpellé en disant que ces personnes qui ont été grièvement blessées ne sont pas mortes. Alors, de quoi s'agit-il de votre côté exactement? Quel est votre témoignage par rapport à ça, puisque vous avez été celui qui a emmené ces 2 personnes à l'hôpital? Parfendongi, oui, allez-y. Oui, la question est à moi. Oui, c'est à vous, oui, tout à fait. Ah d'accord, tout à l'heure nous étions un peu coupés avec les problèmes de réseau. Alors, je redis ce que je vous ai envoyé par mon SMS tout à l'heure. Oui. Lorsqu'on a conduit les victimes à l'hôpital Assis, et je suis arrivé au même moment que les victimes, parce que je les ai suivis, et j'étais parmi de ceux-là qui ont demandé aux médecins qu'on s'occupe d'eux, qu'on les traite, et que j'étais prêt à déverser, de payer les ordonnances, même s'il n'y avait pas encore la famille. Parmi les 2, il y a un qui avait son frère, parce que lui, il venait pas assister au meeting, il revenait de son travail, il a été simplement victime, il est tombé par le coup, dans le coup de la malchance. Alors, lorsque je vous ai lu et qu'il y a eu 2 morts, je dis non, c'est faux, parce que les photos que j'ai balancées sur Facebook, je les ai photographiées, j'ai fait des dessins, et j'ai balancé pour décrier la bavure policière. Et après, je suis allé assister au meeting. À la fin du meeting, je suis repassé à 17h30 les voir. Ils sont bel et bien vivants. Et pour éclairer cela, je peux vous donner encore une possibilité. Je peux repasser à l'hôpital. Et parce qu'il y a un qui parle, l'autre il est un peu dans une température un peu plus grave. Et les interroger et vous balancer les messages. Je dis et je reconfirme, les 2 que j'ai mis les photos sur Facebook sont bel et bien à l'hôpital assisté. Ils sont bloc opératoire, ils sont pas morts, ils sont vivants. Donc vous avez aussi décrit qu'ils ont les balles longées dans le bassin, c'est ça? D'après le diagnostic. Bien sûr, c'est passé par les fesses et c'est pas sorti du bassin, donc c'est longé dans le bassin. C'est la confirmation du médecin et l'autre, c'est la confirmation du médecin. Alors, est-ce que vous pensez, Parfendongi, qu'il s'agit des 2 morts dont on parle depuis cet après-midi, ou bien il y a eu d'autres victimes qui ont été conduites dans d'autres hôpitaux? Bon, si M. Perrin confirme ou votre correspondant vous confirme que c'est ceux-là qu'on a menés à l'hôpital assisté, je dirais faux. À l'hôpital assisté, il y a 3 victimes. Il y a les 2 qui ont pris des balles au niveau des fesses. Il y a un 3e qu'on a conduit, il y a un vieux de la soixantaine qui a une grosse plaie à la jambe. Je ne sais pas comment il a eu la plaie, mais il était au meeting. Et il y a eu un plaignant qui voulait dire qu'il y avait un monsieur qui a pris une balle à l'épaule, qu'on a conduit dans un autre centre hospitalier qu'on ne retrouvait pas. Maintenant, dire que c'est les 2 que j'ai envoyé les photos, je confirme qu'ils sont vivants. Et s'il y a d'autres qui sont morts, eh ben, mais je ne pense pas. Je suis à Pointe-Noire, sinon j'aurais été informé et qu'il y a eu des morts de l'autre côté. Parce que j'ai eu la chance de voir M. le préfet et M. le maire de la ville arriver sur le terrain et ils m'auraient dit qu'il y a eu un mort dans un autre centre hospitalier. Voilà. Voilà, Parfendongi, je rappelle que vous êtes conseiller municipal adjoint au maire de Pointe-Noire. C'est cela, oui. Alors aujourd'hui, la ville, comment est-ce que vous qui administrez la ville, comment ça se passe? Quel est le climat à Pointe-Noire en ce moment? Ben, le climat il est apaisé, hein, ça soit la vie a repris, il y a un calme total, hein, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Alors est-ce que la ville a pris des dispositions particulières par rapport à la journée du 20, puisque l'opposition a lancé un ultimatum au président de la République en lui intimant de retirer sa proposition de référendum, sinon le 20, tous les Congolais descendront dans la rue. Est-ce que du côté de la ville de Pointe-Noire,
Vous êtes actuellement au Conseil. Y a-t-il des dispositions particulières qui ont été prises par rapport à cela? Bon, au niveau du Conseil, il n'y a pas eu de dispositions et on ne s'est pas retrouvé. La dernière session vient de se passer il y a plus de 2 semaines. Et donc, voyez-vous que cet ultimatum est est bien arrivé après notre Conseil, notre session administrative. Et donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de session particulière. Mais bon, pour le reste, je ne peux pas vous dire des choses que je n'ai pas le contrôle. Et pour finir, Biélorussie. L'ancienne ministre des Affaires étrangères américaine, Condoleezza Rice, le décrit comme le dernier dictateur d'Europe qui, pour cette raison, doit disparaître. D'autres critiques occidentales ne sont pas en reste et désignent souvent le pays comme la dernière dictature d'Europe. C'est d'Alexandre Loukachenko qu'il s'agit, le président de la Biélorussie depuis 1994. La Biélorussie est un pays enclavé d'Europe de l'Est qui a accédé à l'indépendance en 1991 lors de la dissolution de l'Union soviétique. Un des premiers actes de Loukachenko en tant que président a été de se détourner de l'Ouest et d'arrêter les privatisations, ce qui allait à l'évidence contre les intérêts occidentaux. Le 1er octobre 2015, il décrit ses buts de politique intérieure de la façon suivante, je cite. « Je ne veux pas de société bourgeoise ou bourgeoise démocratique dans laquelle existe un gouffre entre les riches d'un côté, c'est-à-dire des hommes d'affaires, des entrepreneurs et toutes sortes de fonctionnaires, et de l'autre côté, le simple peuple. Cela aurait pour conséquence une déstabilisation de la société façon ukrainienne. » Il y a peu, la Biélorussie avait reçu les éloges d'un représentant du Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU pour avoir accepté 100 000 réfugiés ukrainiens. Avant cela, le président Loukachenko avait déclaré que la Biélorussie était prête à accueillir des réfugiés ukrainiens et de leur fournir des logements et ou du travail. Comme il s'y attendait, Loukachenko a été réélu le 11 octobre pour son 5e mandat en tant que président de la Biélorussie. Loukachenko sait aussi s'exprimer sans y aller par 4 chemins quand il s'agit de politique extérieure. Ses déclarations sont critiquées ou même passées sous silence par la presse occidentale. Voici 2 exemples de ses propos très clairs. Dans son allocution au sujet de la situation des nations le 20 avril 2010, Loukachenko avait entre autres décrit la crise financière ainsi que la pandémie de grippe porcine comme alarmiste et mensongère. Je cite. « Des menteurs sont à l'origine de la crise, ceux qui impriment de l'argent. Les grippes aviaires et porcines en seraient des exemples parfaits. Déjà à l'époque, on avait reconnu 6 mois plus tard qu'on avait trompé le peuple. Le 9 octobre 2012, Loukachenko a dit dans une interview à la BBC « Avant la guerre en Irak, des ambassadeurs des États-Unis sont venus chez moi et m'ont prié de dire publiquement que l'Irak possédait apparemment des armes nucléaires. Ils m'ont proposé en échange de cette déclaration sur l'Irak d'arrêter la propagande occidentale contre la Biélorussie, d'engager des investissements en Biélorussie, etc. J'ai dit non. » Le 27 septembre 2015, Loukachenko a parlé au sommet de l'ONU à New York et a déclaré entre autres à cette occasion « La Biélorussie aurait aussi prévu de construire à l'avenir des relations équilibrées et respectueuses avec tous les pays du monde. Le pays souhaiterait comme auparavant contribuer à la sécurité régionale et internationale et la Biélorussie serait prête à transmettre à d'autres membres de l'ONU ses connaissances dans le domaine de la gestion des problèmes. » Loukachenko a mentionné comme exemple le combat contre les conséquences désastreuses de la tragédie de Tchernobyl ainsi que le trafic d'êtres humains. Concrètement, Loukachenko s'engage à la fortification de la famille traditionnelle. Je cite « Nous sommes préoccupés par les processus de destruction de la famille traditionnelle. Il est particulièrement désagréable que des déviations de normes éthiques et différentes innovations sociales nous soient imposées comme quelque chose de naturel. » Dans une autre partie de son discours, Loukachenko a parlé des origines des foyers de crise mondiaux actuels et comme d'habitude, il n'a pas mâché ses mots. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne La presse et de sa formatée du diaspora, mainstream vous se a tait présenté uniformément à les ce sujet. brèves.